produit. C'est lundi 24 avril dans la journée, dans la province de Lualaba. Nous sommes donc là, dans le chef-lieu, la ville de Kolwezi, où un incendie s'est déclaré dans un lycée. Le lycée s'appelle Mwanga. On parle de plusieurs blessés parmi les élèves qui ont été acheminés dans les centres hospitaliers de la place. On va essayer de décrypter davantage ces drames qui se produisent au Lualaba. Entre-temps, le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'il n'y a pas de cas de mort en dépit de ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux. C'est donc des blessés et ce sont donc les élèves qui sont frappés par cette tragédie. L'actualité, c'est également ces décrets polémiques signés par le Premier ministre Sama Lukonde qui octroient des avantages considérables aux administrateurs des entreprises publiques et on va tenter de décrypter en long et en large cette décision du Premier ministre qui vient tuer davantage les entreprises publiques qui jusque-là étaient déjà des canards boiteux. Pourquoi cette décision alors qu'il y a grogne sociale à travers le pays? On en parle sur ces plateaux. L'actualité, c'est également le dossier Boukangalonzo. La Cour de cassation vient de se prononcer de nouveau et elle s'est déclarée incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui est poursuivi également avec M. Patrice Kitebi, ancien ministre des Finances, et le patron de l'entreprise Africom, M. Krobler, le Sud-Africain. On ne va pas aussi oublier la page d'histoire. Ça fait 33 ans, jour pour jour, depuis que le maréchal Mobutu déclarait le multipartisme. On va se rappeler de ces moments où le maréchal avait même fait couler des larmes aux yeux. Qu'en est-il de la démocratie en RDC? Qu'en est-il du multipartisme? On en parle avec Jonathan Mbele, analyste politique, initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est de la coalition Lamouka. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé, de l'invitation. Et merci à vous de cette marque de considération, toujours témoigner à notre personne. Et mes salutations également à tous les compatriotes congolais qui auront l'amabilité de nous suivre en cet instant ou au travers de médias en ligne, notamment YouTube, Peter Chani RDC, et même par les rediffusions de cette émission. Et je salue également la grande équipe technique qui va permettre à ce que cette ambiance puisse être cordiale. Mais je profite également pour passer un vœu ou une demande de la part de vos multiples téléspectateurs qui souhaitent finalement voir les rediffusions être organisées aux heures beaucoup plus acceptables. Parce qu'il faut attendre minuit, ils souhaitent le voir même à 20h ou 21h. Le message, nous le passons à la direction de la chaîne. Ce sont des téléspectateurs. Le directeur des programmes vous a écouté à l'instant même. Ces remarques et je pense que vous allez en tenir compte. Très bien. Permettez-moi également de saluer et encourager un compatriote congolais, lui c'est Manik Siyinda, qui totalise aujourd'hui 2 mois et 28 jours entre les mains des services. 2 mois et 28 jours. Depuis que la gouvernance actuelle a décidé de lui priver de l'affection et de l'amour de ses proches, de son épouse et de ses enfants. Donc nous pensons que grâce à l'arrivée de ces vrais pouvoirs qui va être installé au mois de janvier 2024, nous allons faire en sorte que ces genres de pratiques puissent vraiment être bannis de notre territoire et que les compatriotes congolais qui sont tous victimes des pareils traitements puissent répondre. Aujourd'hui, nous avons souhaité que Caleb Moutombe réponde de ces actes et nous souhaiterons aussi que M. Mbelou réponde un jour de tous ces cas Sibi Jimmy Kitenge comme torture, de tous ces cas Sibi M. Ndala, M. Milingagno et même les compatriotes Ienda. Très bien, on va entrer directement dans l'actualité. D'abord, votre commentaire sur les 33 ans depuis que le maréchal Mobutu déclarait le multipartisme. Est-ce qu'à ce jour, vous pensez qu'on a conservé cet acquis, vous estimez qu'on a régressé sur le plan de la démocratie? En fait, déjà, il faut encourager la mémoire de cet homme, du maréchal Mobutu, qui en son temps avait vraisemblablement compris qu'il faille accepter les jeux démocratiques, qu'il faille accepter cette divergence d'opinion, qu'il faille accepter toutes les tendances politiques. Parce qu'il faut dire, dans des États africains à ces heures-là, beaucoup plus la dictature et la royauté étaient mises en exergue. Exact. Donc, avoir un chef d'État qui a accepté de mettre de côté ses pensées dictatoriales, ses visions beaucoup plus royautives, pour amener vers une démocratie, il faut y encourager. J'encourage sa mémoire, j'encourage l'acte posé par le maréchal en son temps. Mais aujourd'hui, il faut dire que la question du multipartisme se voit être pas encadrée. Le multipartisme aujourd'hui est presque caractérisé par une voyoucratie exagérée. Expliquez-vous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de partis, mais nous avons peu d'idéologie. Nous avons beaucoup de partis, mais nous avons peu de cadres.
Nous avons beaucoup de partis, mais nous avons peu de constants. Ça veut dire quoi? Les gens ont le droit de créer des partis et beaucoup en créent pour le besoin de la cause. Parce que je dois adhérer à cette histoire qu'on appelle union, peut-être dite sacrée, il faudrait que je crée un parti. Parce que lorsque je viens comme parti politique, les gens savent me respecter, les gens savent me considérer. Mais lorsqu'on lui pose la question de ton parti mène quel combat, il n'est point situé, il n'est point localisé. Parce que dans le monde, nous avons les socialistes, nous avons les démocrates. Nous avons les républicains et nous avons les démocrates. Mais lorsque l'on crée des partis politiques au Congo, il faut s'interroger sur l'idéologie et les combats menés. Et l'obligation faite par la loi de 2014 sur les partis politiques, il voudra à ce que chaque parti politique ait en son sein un programme de gestion, une vision. Mais s'il faut dénoter tous nos partis politiques qui sont là, beaucoup n'ont fait que du remplissage pour avoir des agréments. Mais dans la concrétisation, dans la pérennisation et même dans la formation de leur cadre, beaucoup n'ont pas cette idéologie-là. Beaucoup n'ont pas l'essentiel de leur combat. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut faire la lecture de la vie politique, de partis politiques de mon pays et ceux de l'étranger, vous allez comprendre qu'il y a vraisemblablement le jour et la nuit. Aujourd'hui, les partis socialistes chinois militent et travaillent pour le protectionnisme de l'emploi et du social du peuple chinois. Mais lorsque l'on posera la question au Parti socialiste du Congo, s'il en existe, il y en a. Bon, s'il en existe, c'est du point de vue respect de sa vision et même de l'orientation. Du point de vue nomenclature, oui, il existe plusieurs partis socialistes. Et je crois qu'il y a l'autre aussi qui est là, non? L'ancien député de Kobazi sont partis, il y a une histoire de socialistes à l'intérieur. Même les médias qui nous gouvernent aujourd'hui, leurs partis ont un vocable socialiste à l'intérieur. Mais dans les concrets, dans le vécu, est-ce que les pensées socialistes sont effectivement traduites dans les actes? Je dis non. Parce qu'aujourd'hui, les politiques et même leurs partis sont considérés comme des tremplins. Ça veut dire que c'est grâce à ça que je vais devenir X. C'est grâce à ça que je vais atteindre tel niveau. Aujourd'hui, les partis n'organisent plus les écoles du parti. Et pourtant, c'est dans l'école du parti où la moralisation de personnalités et même des cadres et militants sont formés. Mais aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui naissent sans école du parti et ces compatriotes congolais qui se retrouvent là sont prêts à changer à tout bout de temps les partis politiques comme s'ils changeaient les vestes. Alors, il faut rappeler ici que le multipartisme n'était pas un cadeau du maréchal. En amont, il y a eu un combat mené par les 13 parlementaires et en 90, le maréchal Mobutu va autoriser que 3 partis politiques seulement puissent s'exercer ou exercer en République démocratique du Congo. À ce jour, on en compte plus de 700, pratiquement 1000. Est-ce que vous pensez que cela a profité aux Congolais ou vous estimez que les partis politiques, c'est des biens privés comme ça a été toujours présenté? Déjà, il faut dire que ces combats-là, déjà, n'étaient pas un combat sincère. Parce que beaucoup de ceux qui ont mené les combats pour ces multipartismes, en réalité, n'étaient que des fistrés. Comment ça? Parce que Comment pouvez-vous dire ça? Tous au départ étaient dans les MPR. Ça, c'est l'histoire, cher Hervé. Ils étaient dans les MPR. Ce sont eux qui ont écrit même la manifeste de l'Ancélé. Voilà. C'est parce que dans les MPR, ils ne se sont pas retrouvés pour certains. Et c'est pourquoi ils voulaient militer. Tous étaient ministres, ils ont été députés, mandataires, ambassadeurs. Si et seulement s'ils ont tout gagné du MPR, députés, ambassadeurs, pourquoi ils ont quitté les MPR? Justement parce que parce qu'ils pensaient que Mobutu c'était un dictateur. Ils ne pouvaient plus de la... Voilà. Exactement. Voilà. Et chez un dictateur, vous avez été là longtemps, vous n'avez pas cerné qu'il était dictateur lorsque vous venez. C'est seulement à l'intérieur que vous vous rendez compte que c'est un dictateur. Et même lorsque vous quittez, vous ne reconnaissez pas avoir accompagné un dictateur. Qui de ces populations-là ou de ceux qui ont milité pour le multipartisme a confessé, a demandé pardon aux Congolais parce qu'il a été complice d'un dictateur? Personne. C'est pourquoi je dis que ces combats n'étaient pas sincères. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on va vers quelqu'un, il faut déjà se rassurer que cette personne avec qui je pars, il a tel prérequis, tel préalable, et avec ça, je pense que je vais évoluer. Ce n'est pas lorsque l'on arrive que l'on constate qu'effectivement, cette personne a des pensées ou a des tendances dictatoriales. Non. Ça, c'est clairement parce que vous avez tout gagné et vous pensez maintenant avoir assez de moyens pour lui faire face. Et c'est ça, c'est mon opinion. Je pense que c'est vraiment dans cette logique-là que ces gens ont milité. Mais de deux, lorsqu'ils ont obtenu ces privilèges-là, lorsqu'ils ont obtenu le droit d'avoir des partis, est-ce qu'eux, à leur sein, ils ont permis à d'autres d'évoluer? C'est aussi ça le grand problème. Parce que ces 3 partis-là ont régné, je crois, pendant plus de 9 ans. Seulement à 3. Ils ne se sont pas battus pour que la pensée
libéralisme de partis politiques puisse être étendu. Donc, il suffisait que moi, j'ai l'agrément comme parti politique. Il suffisait que nous qui venons du MPR, nous puissions exister comme parti politique et c'est tout. C'est plutôt après que beaucoup de ceux qui les ont accompagnés qui se sont rendus compte qu'en réalité, ce vieux ont tout à gagner en étant les seuls à gérer des partis politiques au Congo. C'est pourquoi j'ai parlé d'un libéralisme beaucoup plus voyou, parce que c'est les plus forts qui continuent à régner. Ce n'est pas parce que l'on a libéralisé que je permets à d'autres de libéraliser. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons très mal géré ces libéralismes qui aujourd'hui nous amènent, comme vous l'avez dit, à plus de 700 partis politiques. Mais s'il faut dénombrer... Sans vision, sans idéologie. Sans idéologie. Et il y a même des partis pour certains qui qualifient des partis mallettes. Des partis créés pour les besoins de la circonstance. Parce que je dois être... Récemment d'ailleurs, pour vous compléter, il y a un secrétaire général d'un grand parti présidentiel qui a encouragé les cadres de son parti à créer des partis mallettes. Vous imaginez un peu. Donc simplement parce que pour eux... il a dit sur la place publique parce qu'il faut gagner les élections. Parce que pour eux, la question de l'idéologie, la question de la lettre motive n'est pas prise en compte. Ils ne sont pas beaucoup plus sérieux lorsqu'ils organisent les partis. Ils ne sont pas beaucoup plus sérieux lorsqu'ils en créent. Parce qu'aujourd'hui, les partis sont considérés comme les propriétés des familles. Seul papa est là comme président, la fille est secrétaire générale. Et lorsqu'il y a des postes à pouvoir, soit c'est le père qui prend, soit c'est l'enfant qui prend. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Qu'en est-il de la démocratie au sein de vos partis? Parce qu'à ce jour, il y a des partis, depuis leur création, c'est toujours le fondateur qui est à sa tête. Il n'y a jamais congrès. Quand il y a congrès, c'est pour accorder un autre mandat au fondateur du parti. Quand les fondateurs du parti meurent, c'est le fils qui prend la relève, finalement. En fait, déjà, de par même la création, on pense que ce qui vient vers nous, vient nous accompagner dans notre entreprise familiale. Voilà pourquoi on s'éteint de les former. On s'interdit de les permettre d'appréhender les vrais problèmes de la société. Donc, pour eux, ces personnes-là qui nous accompagnent, ils sont là comme tremplin, comme marche-pied, qui va nous permettre, moi et mon épouse et ma famille, d'arriver à X endroit. Et vous acceptez cela malheureusement? Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui croient en ça. Voilà pourquoi nous travaillons de manière à ce que les jeunes puissent plutôt prendre conscience qu'il faille s'autodéterminer dans ces partis politiques. Il faille agir au prorata de besoins de la société, et non des besoins des familles. On va rentrer de nouveau dans l'actualité pour parler de ce drame qui a frappé la province de Lualaba cet après-midi. Un incendie s'est déclaré dans une école. Ça s'appelle lycée Mwanga. On dénombre plusieurs cas de blessés parmi les élèves. Est-ce que c'est une catastrophe naturelle, on va le dire comme ça, mais est-ce qu'il y avait possibilité de sauver la vie de ces élèves? Parce qu'à travers les vidéos, on ne peut pas diffuser cela à la télé, c'est horrible. On voit des élèves qui sautent du premier niveau pour tomber en bas. Il n'y a pas de camions anti-incendie. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sauver ces vies? Vous savez, lorsque j'ai vu ces images, je me suis dit, mais pourquoi M. Mbosso, pourquoi les bureaux de l'Assemblée nationale traînent à enrôler et accepter que la proposition faite par l'honorable Ndombassi sur l'organisation de corps des sapeurs-pompiers puisse effectivement être analysée et au besoin adoptée? Parce que cette proposition pouvait permettre à la nation de sauver des vies. Vous allez vous rappeler qu'ici, à cause d'un incendie, nous avons perdu un sénateur, donc un législateur. Vous allez vous rappeler qu'au Congo, à cause d'un incendie, les gens se sont retrouvés dehors, perdant biens et familles. Vous allez vous rappeler encore qu'à cause des incendies, l'État a perdu des archives de dossiers. Pourquoi? Parce que la protection civile n'est pas assez prise en compte. Parce qu'ailleurs, la question de la protection civile est considérée comme une priorité pour l'État. Parce que l'inattendu arrive sans vous prévenir. Cet incendie-là, personne ne l'a imaginé, personne ne l'a vu venir. La preuve, c'est qu'un jour avant, on a organisé l'organisation d'une preuve, il semblerait là-bas. Donc, pour dire que l'on n'imaginait pas que ça pouvait arriver. Mais maintenant que l'incendie est là, pourquoi la ville, ou encore la province de Kolwezi, n'organise pas bien, là-bas plutôt, la ville de Kolwezi, n'organise pas la gestion de ces corps-là? Parce que les provinces ont une loi sur leur libre administration. C'est fait ça la réalité. Si au niveau national, on ne sait pas l'organiser, mais les provinces, vous devez les faire. Aujourd'hui, voir une petite fille d'à peine 10 ans sauter du haut d'un premier niveau et descendre en bas, je me dis, mais est-ce qu'elle pourra avoir la chance de marcher un jour? C'est affreux et ça dérange. Mais pourquoi on arrive à ces situations? C'est parce que l'État n'est pas responsable.
Les corps de la protection civile n'est pas constitué seulement de sapeurs-pompiers, non. Et c'est constitué également des secouristes qui devaient mettre en place des mécanismes pour que ces enfants-là descendent en sûreté. Est-ce que la ville de Kolwezi a d'abord des camions anti-incendie? Selon les informations des confrères qui sont sur place, il n'y en a pas. Mais est-ce que vous trouvez normal qu'une province comme le Lualaba, avec tout ce qu'elle produit comme richesse, tout ce qu'elle gagne comme argent, que la province puisse manquer des camions anti-incendie? Vous trouvez ça normal? Mais avoir cette information, je me dis, sûrement, les députés de cette province et même l'exécutif provincial est perdu dans la gestion. Pourquoi? Parce qu'une province aussi riche en infrastructure, parce qu'il faut le dire actuellement, c'est parmi les provinces qui est bâtie, peut manquer ce qu'on appelle camions anti-incendie. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que les édifices tels qu'érigés là ont besoin de ces véhicules pour les inattendus. Ce qu'on appelle catastrophe ou incendie naturel. Mais si cette province ne l'a pas, en dépit de tout ce qu'il a comme moyen, ça veut dire que ces gens qui le gouvernent sont de mauvaise foi. Et grâce à leur mauvaise foi, aujourd'hui, nous avons perdu. Pas en termes humains, mais de biens. Et ces biens-là, pour les reconstituer, ce n'est pas du jour au lendemain. Et ces enfants qui aujourd'hui sont victimes de chocs et de lésions ne vont pas guérir du jour au lendemain. Le calendrier scolaire, il faut en tenir compte. Voilà. Parce que l'école a été brûlée, on ne sait pas à quel moment on va réhabiliter, ils vont répondre des services. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la responsabilité demeure dans les chefs de la gouvernance actuelle. Parce que si à ce niveau-là, on est gouverné, mais on ne sait même pas doter sa province, ne serait-ce que d'un seul véhicule anti-incendie, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème de la compréhension de ce qu'on appelle règles de gouvernance. Parce que la gouvernance implique aussi l'imprévisibilité. Donc, il faut vous attendre à tout et à tout moment. Voilà pourquoi on constitue ces corps des sapeurs-pompiers. D'ailleurs, un des géniteurs de ces idées beaucoup plus novatrices, c'est celui qu'on a arrêté, Malik Siyenda, qui pensait en son temps, et qui continue à les penser d'ailleurs, que chaque province, chaque commune devait avoir ces corps-là, qui lui permettent de s'organiser et d'ériger sa protection civile. Mais lorsque chaque commune ne sait déjà pas le faire, et la province non plus, ça veut dire qu'en réalité, nous acceptons d'être soumis à l'insécurité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si cet incendie est là, bien évidemment, c'est parce qu'on ne l'a pas voulu. Mais si les enfants... On pouvait aussi anticiper cela. Voilà. Si les enfants ont connu des chocs, c'est parce que la gouvernance a voulu. Parce qu'on pouvait bien éviter à ces enfants-là ces risques-là. Au début, lorsque les faits s'annoncent, on pouvait déjà anticiper, mais on ne l'a pas fait. Et lorsque les enfants commençaient à sauter, on pouvait encore anticiper, on ne l'a pas fait. Donc l'État est responsable de tous ces préjudices qu'il connaît. Et ces bâtiments-là aujourd'hui, et les enfants. Et bizarrement, même quand les élèves se sont mis à sauter, il n'y avait toujours pas un mécanisme mis en place pour sauver ces enfants et les épargner du danger. Vous imaginez C'est-à-dire que les enfants ont sauté comme ça en catastrophe, ils ont quitté des salles dans la débandade totale. Il n'y avait aucun mécanisme mis en place pour stopper cela. C'est toujours le manque de sérieux de la part de la gouvernance. Parce que si la gouvernance est sérieuse, on peut peut-être utiliser les brancards. Moi, je l'ai vu au Congo-Brazzaville. Ils ont des ballons sur lesquels les gens peuvent tomber et être encadrés après. Mais pourquoi nous ne l'avons pas au Congo? Pourquoi? Ils ont des échelles qui pourraient bien... Bon, là, je parle du Congo-Brazzaville. Des échelles qui, aussitôt levées, quelqu'un peut monter, récupérer quelqu'un pour descendre avec lui. Et pourquoi au Congo, nous ne l'avons pas? En dépit de ces budgets dont on nous vend chaque jour de 16 milliards. En dépit de ces provinces qui, jadis, prétendent être florissantes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si l'incendie arrive, nous pouvons dire que c'est parce que ça n'a pas été prévu, c'est de manière inattendue. Mais si les enfants ont connu de lésions, c'est grâce à Maman Fifi. Jonathan Gbele. Dans ces pays, la République démocratique du Congo, il y a peu, on a vu des députés se faire octroyer, on va dire des parlementaires, parce que j'apprends que même les sénateurs ont été aussi bénéficiaires de ces véhicules qu'on appelle palissades. 27 millions déboursés pour octroyer des véhicules aux députés qui sont déjà gracieusement rémunérés. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser ces 27 millions à bon escient en dotant peut-être chaque ville, chaque commune d'une ambulance, d'un camion anti-incendie, bref, des infrastructures qui pouvaient aussi profiter à la population, plutôt que de dépenser l'argent comme si on n'avait pratiquement pas de priorités. Vous savez, la réalité avec cette gouvernance, c'est que la responsabilité n'est pas leur fort en fait. Ils ne sont pas beaucoup plus consciencieux envers les questions étatiques. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces genres de calamités peuvent nous surprendre et nous causer des dégâts sans que nous puissions nous prévoir des solutions ou des issues. Vous avez parlé des 27 millions de dollars.
moi, j'aimerais bien exclure un peu la question de l'incendie. Mais avec 27 millions de dollars, vous savez combien de kilomètres de route on peut construire? Vous savez combien d'écoles on peut équiper en banc? Vous savez combien on peut fournir en termes de paiement, ne serait-ce que des comptes finaux pour les fonctionnaires, aujourd'hui pensionnés, mais qui ne touchent rien? Face à tout ça, la gouvernance actuelle ne fait pas regard. Il ne prête pas attention. Il préfère mieux l'utiliser pour honorer ses engagements envers des débauchés. Parce qu'il faut le dire comme ça. Ces gens ont accepté de changer de tendance. Vos députés de l'opposition bénéficient également de ces véhicules? Il faut préciser. Il y a de ceux-là qui ont pris et de ceux-là qui n'ont pas pris. Ce n'est pas tous. Ah bon? Oui. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu un député qui a dit qu'il avait refusé de prendre les véhicules. Le premier André Fonzit n'a jamais pris des palissades. Ok. Le président Martin Fayulu non plus. Même pas sa suppléante. Je peux continuer. Hein. Il y en a plusieurs. Donc la question de la responsabilité, il faudrait déjà le poser. Et si jadis en son temps, on organisait les systèmes de crédit, ça veut dire que les députés achètent lui-même son véhicule. Mais pourquoi aujourd'hui on doit leur offrir un don? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'aussi spécial et capital pour avoir des dons des véhicules? Et des véhicules qui coûtent. Alors qu'au coin de notre avenue, dans nos communes, nous n'avons pas de véhicules anti-incendie. Les policiers n'ont même pas des moyens Des déplacements. de mobilité. Vous comprenez un peu? Donc, je pense qu'aujourd'hui, face à ces réalités, la population congolaise doit vraiment tirer des leçons. On ne peut plus cautionner d'envoyer au Parlement n'importe qui et n'importe comment. Non, parce que là-bas, il faut envoyer des gens qui travailleront pour l'intérêt de la nation, des gens qui travailleront pour le bien-être d'une population. J'ai compatis avec toutes ces familles qui aujourd'hui voient leurs enfants rester logés dans les formations hospitalières parce que l'État est irresponsable. Je pense que lorsque la meilleure de la gouvernance va arriver, avec des gens beaucoup plus sérieux et responsables, ce genre de situation n'arrivera pas. Pourtant, la gestion des Fifi Masuka est vantée ici à Kinshasa. Par qui? Par ceux qui peut-être sont dans son entourage. Il suffit qu'on organise, qu'on effectue un voyage à Kolwezi, quand on revient ici, on nous présente le Lualaba comme si c'était le paradis. En fait, il faut dire que la stratégie aujourd'hui optée par celle de l'Union dite sacrée, c'est éventuellement nous vendre les Kadiocha, les Louvoulou. C'est fait ça la réalité, nous mentir à la télé. Et pourquoi il n'y a jamais élection dans cette province? Parce que celle qui est là actuellement comme gouverneur est protégée. Moi, je sais que l'intérim ne peut pas dépasser une année. Mais c'est qui cet intérimaire qui est là pour plus d'une année? Franchement. C'est qui cet intérimaire? Et cet intérimaire qui a même le droit de nommer des personnalités, des ministres dans son gouvernement. C'est en fait ça la réalité. Donc, nous devons nous considérer aujourd'hui que les règles des droits administratifs, qui dit qu'un intérimaire n'est là que pour gérer des affaires courantes en attendant l'organisation des élections, est foulé au pied parce que cette gouvernance est là. Et ce sont les mêmes pratiques que jadis nous avons déplorées lorsque les médiocres et les mauvais de son temps étaient là dans la gouvernance. On va parler d'une autre actualité qui énerve Jonathan. Vous avez appris le décret du Premier ministre qui octroie des avantages aux mandataires, disons aux administrateurs des entreprises publiques qui auparavant étaient payés sur base des jetons lors de leur participation aux réunions. Mais cette fois-ci, ils vont commencer à être payés mensuellement. Ils ont tous les avantages possibles. Ils ont droit à 6 mois des frais d'installation. Bref, ils ont plusieurs avantages. Est-ce que dans un pays comme la RDC, où tout est prioritaire, où il y a grogne sociale, où les fonctionnaires ne sont pas payés, où au niveau de l'armée, il y a des choses qui ne marchent pas, vous trouvez normal qu'un gouvernement puisse s'organiser à octroyer des avantages énormes à un groupe de gens? Déjà, il faut dire qu'au finish, les temps nous donnent raison. Nous l'avons dit que les mensonges n'avaient que de courtes jambes. La preuve, c'est que la vérité arrive toujours en va à elle. Nous avons dit au début de ces régimes que ces gens sont caractérisés par la jouissance. Et la jouissance au vrai sens du mot. Plusieurs années passées, beaucoup ne nous croyaient pas. Plusieurs nous ont traités des haineux. Beaucoup des sorciers et beaucoup de jaloux. Mais aujourd'hui, la jouissance a rattrapé la gouvernance actuelle. En 2016, non, 2015, 2014-2016, lorsque l'on organisait la réforme des entreprises publiques, l'on a voulu à ce que ces administrateurs soient passifs. Ça veut dire qu'un administrateur peut être là sans avoir un bureau dans l'entreprise. Ah oui. Il ne vient que pour les réunions de conseil d'administration. Et il est payé sur base de ces réunions. Point barre. Voilà. Là, c'était les mauvais.
pour permettre aux entreprises publiques qui tous sont mourantes d'évoluer, de fonctionner. Parce que là, vous aurez moins de charges à s'y porter. La preuve, c'est que la tâche de ADEF a été bannie, administrateur délégué aux finances. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, nous avons les DG, les DGA et les PCA. L'entreprise utilise des directeurs financiers. Mais aujourd'hui, grâce à cet arrêté, on vient remettre en cause une réforme qui avait pour objet de sauver la vie de nos sociétés. Qui, pour la plupart, ont pour associer majoritaire l'État congolais. Et qui, pour l'autre, bien qu'en étant dans les commerces, mais peinent à exercer leur activité. Mais lorsque vous acceptez, par un arrêté de M. Samalou Kondé, un décret plutôt de M. Samalou Kondé, de donner à ces gens-là les rangs des mandataires pleins, parce qu'il faut le dire comme ça, avoir droit à un salaire, avoir droit à des indemnités pour commencer la prestation. Et quels sont les montants vantés là-bas? Et actuellement, ça c'est pour vous compléter, j'apprends même qu'au sein de ces différentes entreprises publiques, les administrateurs qui sont majoritairement des députés, on apprend même que ce sont ces mêmes députés qui ont exercé la pression sur le Premier ministre pour avoir tous ces avantages, ont même droit à des cabinets actuellement. Vous imaginez un peu, un administrateur, c'est lui qui est là, que pour la réunion du conseil d'administration, mais il a droit à un cabinet. Vous imaginez? Avec donc, 5 ou 6 personnes. Voilà. Donc, il a des gens qui l'engagent pour faire quel travail? Parce que lors de la réunion du conseil d'administration, c'est les PCA qui présentent les objets à l'ordre du jour. Et les administrateurs et même les censeurs ne sont là que pour opiner sur des questions. Parce qu'ils ne sont pas dans la gestion courante. Mais lorsque vous acceptez de leur donner le droit à un salaire, à un cabinet, ça veut dire que vous les incorporez dans la gestion courante. C'est-à-dire qu'on modifie la loi qui organise les entreprises publiques. Par un arrêté. Vous imaginez un peu la conséquence. Donc aujourd'hui, pour permettre à ces députés-là d'avoir les doubles salaires équivalents à ceux qui touchent déjà comme députés, parce que comme députés, ils ont 21 000 et comme administrateurs, ils ont 20 000, ça fait 42 000 $ ou 41 000 $. Qu'une seule famille va bouffer le mois, en dépit du fait qu'il y a 2 fonctionnaires qui peinent à être payés le mois. Il y a des agents de l'État qui peinent à toucher leur salaire à temps, mais une famille ou quelques familles vont s'arroger le droit d'avoir 2 ou 3 salaires. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Union pour la démocratie et le progrès social n'ont rien d'une vision beaucoup plus socialiste. Mais c'est quoi l'opportunité même de signer un tel décret? Nous sommes pendant la période électorale, s'il faut le dire comme ça, l'année électorale. Et ces administrateurs ont besoin de moyens pour la campagne. Ils ont besoin de moyens pour alimenter leur parti politique. Voilà pourquoi on doit aller vers cet élan-là. Mais moi, je pense qu'effectivement, peuple congolais, nous sommes en train de reculer des 1000 ans en arrière. Si les mauvais ont préservé la vie de nos sociétés, mais aujourd'hui, ces gens qui prétendent être de bons sont en train de les tuer. Une société qui peine déjà à payer régulièrement ses employés, mais va se voir comme ça débourser des faramineux montants chaque mois pour soutenir des gens qui sont jadis appelés à être passifs. Vous comprenez que les dangers nous guettent. La menace, elle est sérieuse. Il faille que nous nous levons. Il faille que nous nous dressons comme un seul homme pour dire à ces gens, non, monsieur Loukoundé, vous êtes en train de commettre la plus grossière des bêtises qui aujourd'hui ne favorisera pas l'élan de sauveur de ces entreprises qui pour la plupart sont par terre. Et aujourd'hui, grâce à des compatriotes congolais beaucoup plus sérieux et consciencieux, décident de nous faire cette révélation. Très bien. Je pense que je prends encore ces combats. Nous allons combattre cet arrêté. Nous allons la combattre jusqu'au bout. Je vais vous lire les articles 11 et 12 de cet arrêté. Titre 3, des droits et avantages sociaux du mandataire public. Article 11, les droits et avantages sociaux des mandataires publics, actifs ou non actifs, ainsi que l'allocation fixe des commissaires aux comptes dans les établissements publics sont fixés par les décrets, etc. Et ça prévoit ceci. La rémunération des bases et les primes constituent les droits du mandataire. Ça, c'est même important. Je prends l'article 12. Les mandataires publics actifs bénéficie durant l'exercice de son mandat des avantages sociaux ci-après. Point 1, c'est un logement ou une indemnité de logement, un véhicule de service ou de fonction avec chauffeur ou une indemnité de transport, une sentinelle et un jardinier,
2 domestiques, des indemnités pour frais de représentation, des indemnités pour frais d'émission, une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant qui entre en ligne de compte des allocations familiales, des soins médicaux, y compris à l'étranger, conformément à la réglementation. Un congé de reconstitution de 30 jours ouvrable après un exercice accompli d'une année, des fonctions et des congés de circonstances suivant les événements, décès, maternité, mariage, dont le nombre de jours maximum est fixé par les textes légaux et réglementaires en vigueur, une pécule de congés. Bon, il y en a beaucoup, cher Jonathan, vous comprenez un peu. Donc Ils tout sont ça gâtés. pour une catégorie de gens. Ils sont gâtés. Ils sont des bourgeois. Il suffit d'être dans l'union sacrée pour avoir tous ces droits. Pourquoi avons-nous combattu les mauvais de son temps? Si ils n'ont pas pu faire ce que les autres font aujourd'hui. En réalité, ceux qui gouvernent aujourd'hui n'ont pas mené un combat sincère avec nous. Ils n'ont pas été beaucoup plus responsables dans les combats. Mais pourquoi Kabila, qui a été présenté comme le diable, comme le destructeur du Congo, comme les pilleurs du Congo, n'a pas fait tout ça? Kabila a fait beaucoup de mal aux Congolais. Là, nous sommes d'accord et nous les concédons. Mais Kabila a préservé la vie de ces sociétés que Samalukonde et l'Union sacrée veulent tuer. 2 sentinelles, jardiniers, tout ça, ce sont des charges que l'État doit prendre. Et si l'État doit prendre en charge toutes ces personnes-là, en dépit des faraminés montants qu'on vous alloue pour votre famille, vous imaginez dans quel État, que voulons-nous faire pour sauver ces entreprises publiques de l'État? C'est-à-dire que tous les budgets du Congo sera consommé par les institutions. Et ces entreprises ne prospéreront jamais. Parce que ces gens vont bouffer tout ce que l'entreprise peut avoir. Donc on aura des mandataires extrêmement riches avec des agents extrêmement pauvres. Si quelqu'un a 20 000 $ le mois multiplié par 5, il a 100 000 $. Et s'il doit faire comme ça 2 ans là-bas, il a de quoi être un demi-millionnaire. Ça fait de ça la réalité. Sans compter les missions. Il peut se lever un bon matin et dire je voyage pour 3 mois. Pour une mission de 3 mois. Et vous devez payer 3 mois de mission. Vous imaginez un peu la conséquence. Donc aujourd'hui, grâce à cette gouvernance actuelle, la suicide est déclarée pour notre entreprise. On va les voir tous être suicidés. Tous. Et moi je me dis, en quoi ces gens méritent vraiment d'être appelés responsables? En quoi ces gens méritent d'être appelés dirigeants? Parce que l'intérêt des travailleurs n'est même pas mis en exergue dans ces décrets. Dans cet arrêté plutôt. On ne voit que les mandataires. On ne voit que les mandataires. Qui sont d'ailleurs des simples passagers. Voilà. Ils ne feront jamais carrière. Et ces gens-là qui font carrière, qui participent à la survie de la société. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Et nulle part, vous allez voir les ministres du Travail plaider leur cause. Nulle part. La preuve, c'est que depuis que notre ministre est là, il n'ose même pas opiner sur des questions liées à la vie des travailleurs dans le Conseil des ministres. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais, vous devez nous lever. Nous devons nous lever. Les mouvements syndicaux, il est grand temps. Ensemble à l'unité, à l'unisson plutôt, levons nos voix pour dénoncer ces attitudes de M. Lukonde, de dénoncer ces privilèges exorbitants que l'on octroie à des personnes qui, jadis, doivent être passives. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de signature, ça veut dire qu'ils n'ont pas de décisions à prendre. Les tous se prennent au Conseil des ministres. Et si le Conseil des ministres se réunit une seule fois le mois, c'est une seule fois le mois qu'il doit venir dans la société. Et à cette personne, on donne 20 000 $. À cette personne, on paye comme travailleur. Vous savez, déjà lorsqu'on paye les travailleurs, c'est en fonction de ses prestations journalières. Vous arrivez au travail 26 jours, on vous paye 26 jours. La preuve, c'est que le jour où vous vous absentez, on déduit. Mais ces gens-là qui n'arriveront qu'une seule fois à la société pendant la réunion du conseil, ou 2 fois le mois, vous allez les payer 30 jours. Pourquoi? Donc vous allez comptabiliser sur pied de rien les salaires à donner pour 30 jours. Très bien. Il y a un message qui vient de nous parvenir ici. L'auteur du message n'a pas mis son nom à la fin, mais je vais quand même me permettre de le lire. Bonjour Monsieur Hervé, je vous écris depuis la commune d'Endjili. Juste vous signaler qu'au niveau de la RTNC, le nouveau comité de gestion a dédoublé les directions. Actuellement, les directeurs sont gérés par les chefs des départements, ce qui n'a jamais été fait par le passé à la RTNC. Jonathan,
encore un problème. Vous imaginez? C'est-à-dire que là où un directeur gérait, c'est cette fois-ci un chef des départements qui opère. Est-ce que le chef gère un département ou une direction? Et puis ces sociétés-là, tous ont des statuts. Pourquoi les mandataires ne peuvent pas se conformer à ce que disent les statuts? Les entreprises ont des directions. Et pour d'autres, on parle des départements. Pourquoi amener là où il y a des directions, ces nouveaux rangs-là, ou ces nouvelles fonctions qu'on appelle départements? Donc il y a par exemple un directeur financier, et puis il y a un chef des départements des finances. Vous imaginez, franchement? Est-ce que les statuts le prévoient? Si les statuts ne le prévoient pas, est-ce qu'il y a une assemblée générale pour organiser la modification des statuts? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Si et seulement cette information est vraie, monsieur le mandataire, monsieur le DG, madame la DGA, ou monsieur le DGA, madame la DG, essayez de voir ça. Je dois voir P. Gérard pour ça. Non, il ne faut pas l'amener ici. Cher René, j'aurais besoin de vous. Il va dire quoi? Urgemment. J'ai des questions à vous poser. Il y a un message qui vient de nous parvenir ici sur la gestion de la RTNC. J'ai besoin d'avoir votre avis sur ça. Si vous aurez le temps, après l'émission, je vous appelle pour passer ici demain. Il est peut-être en train de se réjouir de ces faraminés montants qui vont les rattraper. Non. Dites-moi, depuis qu'il est là, combien de fois il a opiné sur les causes des travailleurs de la RTNC? En dépit du fait qu'il est lui-même travailleur là-bas. Il n'est qu'un simple administrateur. Voilà, l'administrateur peut également émettre des points de vue. On ne va pas faire de la fixation sur lui. Je ne le fais pas seulement pour lui, mais pour toutes les sociétés, cher. Comment casser ces décrets? Est-ce que l'Assemblée nationale, il faut aussi dire que les grands bénéficiaires de ces décrets, ce sont les députés qui sont dans les administrations de nos entreprises publiques. Comment casser cela aujourd'hui? Est-ce que le président est au courant de tout ça? Bien évidemment, tout est fait sous la bénédiction de monsieur le président, de monsieur Antoine, parce que pour lui, c'est mettre dans des positions beaucoup plus confortables ces différents mandataires, bien qu'ils ne produisent rien comme résultat. Si ce n'est que nous vendre sur la place publique leurs conflits intrinsèques et liés aux considérations pour leur parti. Du point de vue concret, de tous ces mandataires nommés, qui a déjà apporté une solution ou des solutions beaucoup plus pragmatiques pour le redressement de sa société? D'ailleurs, la RTNC, on réclame les 6 mois d'arriérés des primes. Vous imaginez? Ils ont manifesté, je crois, la semaine passée, devant le ministère des Finances. Ils ont été bastonnés par la police. Vous imaginez? Et aujourd'hui même que je vous parle, les cantonniers qui nous aident à avoir la ville propre, ils ne travaillent pas. Ils sont en train de déverser sur la place publique tout ce qu'il y a comme microbes et saletés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés. La régie d'assainissement de la ville, impayée. Vous comprenez? Plusieurs mois d'arriérés de Donc salaire. la réalité est celle-là. L'État congolais est aujourd'hui responsable de notre misère. Et l'État congolais veut se créer sa propre classe gouvernante qui a beaucoup de moyens, qui est beaucoup plus nantie. Les gouvernements se rendent-ils compte de la frustration qu'il veut créer au sein de l'opinion? C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gens qui ne sont pas payés, 20 mois d'arriérés, 15 mois, 10 mois. Mais par contre, on s'arrange pour octroyer des avantages à d'autres personnes. L'État est conscient, l'État connaît ce que vivent les compatriotes congolais. Mais lorsque l'État décide de passer outre ces réalités-là pour allouer de tels droits à certaines personnalités ou à certaines personnes de la couche sociétale, ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas IMA. Ils n'ont rien de compatissant. La population peut bien souffrir. Si les mandataires a plus, il va rétrocéder au chef du parti. Et le chef du parti va rétrocéder à celui qui a nommé. Et c'est ça la réalité. Et personne ne verra ces sociétés évoluer. Donc en réalité, la vision ici, c'est tuer toute notre société et dire encore que c'est Kabila. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi moi je pense que si Kabila était mauvais, et il est mauvais, mais ces gens ici sont plus que mauvais. Plus que mauvais. Humainement parlant, est-ce qu'on peut concéder à pareil droit? Parce qu'ils ont fait quoi? Parce qu'ils sont qui? Pour avoir autant de privilèges, autant de bénéfices, au détriment de toutes ces sociétés, tous ces Congolais qui travaillent nuit et jour. C'est lui qui arrivera un seul jour sur 30, une seule journée sur 30 dans la société à 20 000 $, et c'est lui qui arrive 30 jours sur 30 à moins de 800 000 francs. Revenez sur ma question. Qui peut stopper cette aventure? Voilà, il y a deux possibilités. J'invite le mouvement syndical, en tout cas, joignez-vous à nous. Nous savons des alternatives. On va, je pense, mais il faudrait que le mouvement syndical puisse nous accompagner. Nous avons saisi Est-ce qu'il ne risque par pas, un recours, monsieur. Il ne risque pas de se faire acheter? Là encore, c'est un autre problème, mais je pense qu'il y a encore des syndicalistes beaucoup plus sérieux et consciencieux et qui sont beaucoup plus objectifs. Une fois qu'ils décideront de mener avec nous ces combats, nous allons saisir M. Lukonde.
pour lui demander de retirer de manière pure et simple son décret. Parce que ces décrets-là, en réalité, vient occasionner la mort subite, la suicide des entreprises publiques, exactement. Parce qu'ils vont être asphyxiés. Ils vont beaucoup plus dépenser que ce qu'ils vont gagner. Et la conséquence, c'est la ruine, la faillite. Est-ce qu'on peut compter sur la sagesse de Mosoko Dia pour stopper cela? Nous n'avons plus le contrôle de notre fleuve. Il n'a jamais écrit au gouvernement pour dénoncer ça. Je ne pense pas qu'il faut compter sur lui. Il est en train de jouer sa partition dans l'Union sacrée, gagner son argent et il est parti. Et même vos députés de l'opposition, la personne ne peut, ne fût-ce qu'initier une motion même de façade. Et heureusement, c'est depuis que nous avons eu écho de ces décrets, il n'y a pas eu de plénière. Attendez à la prochaine plénière, vous allez avoir de voir. Les gens vont Très réagir. bien. On va terminer l'émission. Matata Pogno n'a toujours pas des juridictions capables de poursuivre son affaire avec Boukanga Alonso. La Cour de cassation vient de nouveau de se prononcer qu'elle est incompétente pour juger l'ancien Premier ministre. Est-ce qu'on doit laisser Matata Pogno se reposer tranquillement ou il faut encore revenir vers la Cour constitutionnelle qui s'était aussi déjà déclarée incompétente pour juger l'affaire? Permets-moi de féliciter nos magistrats, ceux de la Cour de cassation particulièrement, pour cet élan de sagesse. Vous savez, grâce à l'affaire Matata Pogno, le monde entier ne nous respecte plus. Vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies réagir sur la question. Lorsque le secrétaire général d'une grande institution ou une OIE internationale comme l'ONU réagit, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais avec cet élan de sagesse, il est vrai, moi je l'ai toujours dit, c'est mon opinion, si M. Matata avait pris ne serait-ce $1 de Congolais, il doit répondre et retourner cet argent-là. Mais il ne faut pas qu'il puisse répondre dans les violations des textes. Si et seulement si la Constitution permet qu'il soit jugé, posez-lui devant la Constitution et son juge naturel. Mais maintenant que la Cour de cassation, pour une énième fois, s'est prononcée, nous pensons qu'il est grand temps de sauver l'honneur de notre pays, qui s'est vu être beaucoup plus vendu en mal, surtout en termes d'organisation et de déroulement de l'appareil judiciaire. Voilà pourquoi je salue la sagesse de magistrats de la Cour de cassation et je pense que ce débat va vraisemblablement être fermé. Pourquoi? Parce que si les arrêts commencent à se multiplier sur une question, l'opinion tant nationale qu'internationale est en même de considérer que là, on a quitté l'élan d'une responsabilité ou du besoin de voir quelqu'un être tenu responsable de ses faits, mais l'on verse plutôt vers un règlement des comptes. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas, surtout pour notre nation. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faille que tous nous nous soumettions maintenant à la vérité judiciaire, qui, elle est ontologique, qui, elle, est assise sur des textes, sur des références, beaucoup plus en même de nous éclairer et de nous donner de quoi arguer sur des questions beaucoup plus essentielles concernant le déroulement de la res publica. Plus encore, dans ces ribambelles de responsabilité, nous avons des investisseurs qui ne sont pas ou n'ont pas la nationalité congolaise. Pour le cas d'espèce, je parle de M. Kobler. Donc l'image que ce monsieur a de l'appareil judiciaire de mon pays pose problème. Parce que nous avons ouï dire entendre, lorsque le rapport de 3 députés qui sont allés vérifier Boukanga Alonso, enquêter là-bas, ils nous ont dit qu'effectivement, il y avait de production là-bas. Mais pourquoi l'on n'a pas voulu relancer de... C'est ça la grande question. Et même après la Covid, nous avons été nourris par les maïs de Boukanga Alonso. Mais pourquoi on ne veut pas perpétrer? C'est parce qu'un compatriote congolais mal géré que vous vous interdisez aussi le droit de relancer. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons accepter cette vérité ontologique et judiciaire et l'accepter comme ça, ça veut dire le respecter. Maintenant que Matata Pogno, n'a pas de juges. N'a pas de juridictions capables de les juger. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut aussi rappeler qu'il y a l'honneur et la dignité de l'ancien Premier ministre qui sont en jeu. Ouais. Il est présenté aujourd'hui comme un voleur, comme un détourneur, 200 millions ou plus. Il est présenté aujourd'hui par les camps de la Talibanie sur cette allégation-là. Mais personne ne peut le prouver. Personne. Jusqu'à la minute où nous parlons. Puisqu'on n'arrive pas à le prouver, qu'est-ce qu'on doit faire?
Est-ce qu'on doit les laisser vaquer librement, à ses occupations, ou vous pensez qu'on doit créer une juridiction spéciale? C'est toujours des possibilités. Si on pense qu'on doit créer une juridiction spéciale ou que l'on devrait réviser la Constitution pour les juger. Mais la grande des questions, c'est que est-ce qu'ils seront à même de prouver au finish que monsieur et compagnie ont détourné? Monsieur et compagnie étaient à la base d'un quelconque dérobade. Il y a un rapport qui a été établi sur ça. Mais la grande question, qui authentifie l'originalité de ces rapports? Plusieurs rapports ont été déposés, mais au finish, le juge a dit qu'il y avait insuffisance de preuves pour plusieurs dossiers et cas similaires. Est-ce que dans ces rapports, il y a la fiabilité? Est-ce que dans ces rapports, il y a les sérieux? Est-ce que dans ces rapports, il y a l'authenticité? Est-ce que dans ces rapports, il y a les preuves? C'est fait ça la réalité. Mais si dans ces rapports, tout y est, balancez-nous sur les réseaux sociaux et nous saurons comment apprécier. Parce que l'on dit, même si la justice de ce monde ne sait pas vous juger, il y a une justice qui est au-dessus de ce monde et qui peut juger. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce jour, Matata Ponyo est victime d'un règlement des comptes politiques? Tous les opposants et résistants aujourd'hui au pouvoir de M. Tshisekedi sont victimes des gerbiades et des réprimandes de la part de la gouvernance actuelle. Parce qu'ils ont choisi un camp qui n'est pas leur, plutôt, et qui ne rencontre pas leur mauvaise gouvernance. C'est en fait ça la réalité. Vous n'allez jamais voir le pouvoir de Tshisekedi accepter un monsieur comme Sesanga. Jamais. Parce que ses idées fâchent, parce que ses opinions dérangent. Et au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des têtes pensantes, ce n'est pas. Avec quelle idée? Donnez-moi le nom des élites de l'Union sacrée qui proposent constamment au Parlement et qui prennent régulièrement la parole pour parler des choses intéressantes comme Sesanga. C'est ça la réalité. Dans l'Union sacrée dans son ensemble, personne n'a condamné le fait que nos territoires sont occupés aujourd'hui par la communauté africaine. Personne. Ils sont préoccupés par la cérémonie du 29 avril. D'ailleurs, vous l'avez prédit déjà, une réunion entre Pasteur et Mosoko, il y a cette nuit le week-end. Vous savez, j'ai envie de rire parce que ce matin, quand je me levais, il y a mon petit qui me pose la question, il dit, député, à la fois PCA et Koulouna, qui suis-je? Vous imaginez? Député, à la fois PCA et Koulouna, qui suis-je? Et il y a des Madon King. J'ai répondu. 140 ans de pouvoir. Moi, j'ai répondu. Renouvelable de 140 ans. Vous imaginez si les enfants peuvent faire ce genre de déduction? Ça veut dire que ces gens-là ont franchi les seuils de la déshonorabilité. Ils ne sont plus honorables. Parce que l'honorabilité tient compte de la posture, l'attitude et les comportements. Mais si la posture, nous l'avons vu au Parlement, retrancher ses manches, c'est comme si vous voulez livrer des coups de poing à quelqu'un. Les comportements en pleine, si je peux dire, en plein échange, parce qu'il posait des questions. Il n'a pas su se contenir pour être... Il a craqué. Le cerveau était limité. Qui apparemment n'avait rien fait. Pourquoi? Et à ces messieurs-là, peut-on qualifier d'honorables? J'ai dit non, déshonorables. Député à la fois PCA et Koulouna, qui suis-je? Les compatriotes congolais vont donner la réponse. Et s'il faut parler de concert, réunion sacrée, participation, on ferait $10. Comment ça? Oui. Ils vont organiser les concerts. Il y a même un grand musicien qui a son album qui peine à être entendu, qui va chanter là-bas. Qui ça? Attends, son nom va venir. Il a un nom de BDL, des trucs comme ça. Donc vous comprenez qu'en réalité, ces gens sont pas sérieux. Hier soir, j'ai échangé avec un des jeunes hommes avec qui je me promène souvent. Il me dit, viens, le 29, nous allons zalaté. J'ai dit, pourquoi? Cop mourir hier, il faut tous en stade le 29. Oui, cop, oui, il faut mobiliser mobiliser petit $10, c'est les frais ou frais de participation. Participation, on fait paf. Participation. Pour entrer au stade, il faut payer. Ouais, ils vont donner $10 à tout le monde. À qui? À tous ceux qui vont venir. Okay. Donc c'est leur droit. Ce sont les organisateurs qui vont remettre aux participants. Voilà. Donc c'est une information à prendre au pincettes. Moi je vous Nous dis. Nous connaissons tous la capacité de mobilisation de l'UDPS, du MLC, de l'UNC. Je ne vois pas. Oui, la capacité de tous ces gens. La capacité de mobilisation. La capacité de mobilisation de l'UDPS ou à Kananga ici. À travers le pays. Vous oubliez ce que l'UDPS a fait dans ces pays. Des journées villes mortes, des grandes marches. Non. Vous oubliez tout ça? Non, il faut faire la démarcation. Les années Mobutu, les années Kabila. Il faut faire la démarcation. Honnête, Jonathan. Les années Mobutu, c'était Etienne Tshisekedi, c'était pas l'UDPS avec Kabila. Les années Kabila, c'était Etienne Tshisekedi aussi. Il faut préciser. Tshisekedi fils n'a jamais appelé à la ville morte. Jamais. Ah bon? Je vous le dis. Jamais. Même quand il était président du Rassemblement. Je vous le confirme. Je vous le confirme. L'image du Sphinx incarnait l'opposition au vrai sens du mot. Monsieur Kamere, je vous l'ai dit plusieurs fois, il est très populaire à Bukavu. Si vous amenez cette manifestation à Bukavu, vous allez faire un carton plein. Monsieur Bemba, oui, si vous amenez ça à Gemena, c'est un carton plein.
Et pire, c'est ce qui m'a dérangé. J'ai vu les grands maîtres mondanciers aller signer la charte de l'Union sacrée. Et il est libre. Non, mais Il est libre. vous savez, les grands maîtres ont toujours combattu les combats des valeurs. Ceux qui ont amené le grand maître là-bas, sachez que vous avez fait fausse route. Sachez que vous avez amené les grands maîtres à commettre la plus grosse des Il a eu erreurs. son véhicule et sa maison a été réhabilitée, semble-t-il. Ce n'est Depuis lors, le président est devenu son neveu. Vous oubliez. le grand maître sait que la population souffre grâce à son neveu. Ça, il le sait. Mais c'est parce que certaines personnes veulent se retrouver derrière l'image du grand maître, ils l'ont amené là-bas. Et c'est ce qui nous dérange. C'est ce qui nous met mal à l'aise. Vous avez peur que la mobilisation du 29 avril puisse étouffer celle du 13 mai? La mobilisation du 29 avril, qui sera faite plutôt sur pied de billets des banques et de la collaboration des Il n'y a pas de églises. preuves pour ça. Vous allez voir des images sur les réseaux sociaux, ils vont se battre. Et puis encore, ils recourent à la méthode Kabouya, où il faut appeler les pasteurs et les évangélistes. C'est ce que Mbosso a fait les Ils ont week-ends. été convoqués le week-end. Voilà. Si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre capacité dans la mobilisation, pourquoi recourir aux des dieux? Mais il y a aussi des militants dans ces églises. Mais les militants ne sont pas évêques et pasteurs. Pourquoi les évêques et pasteurs? Il y a des pasteurs qui font la politique. Pour aussi. leur demander. Vous savez que depuis que Il est plus normal qu'ils soient associés à cette activité. Vous savez que depuis qu'ils ont reçu les pasteurs, les réunions des jeunes se multiplient dans les églises. Pourquoi? Et ils dressent des listes. Les réunions se multiplient pourquoi? Oui, parce que l'argent est là. Mon collaborateur m'a dit qu'il a appris ça dans une église. C'est quelle église ça? Ça, je ne donne pas le nom. Ma liste c'est au Salema, où il y a 10 personnes, aux juste 100 là-bas. Vous imaginez un peu? Donc l'argent de l'État, parce qu'ils vont détourner, là c'est sûr. Pourquoi remettez-vous en cause la capacité de mobilisation de tous ces leaders? Parce qu'ils ne sont pas en ordre de sainteté avec la Je ne sais pas si population. le président de la République sera lui-même présent au stade. Je ne m'imagine pas que le président sera là, mais s'il doit être là, c'est une mobilisation déjà réussie. Vous vous trompez. La population congolaise est beaucoup plus mature maintenant. Nous allons amener des drones là-bas. C'est 80 000 places non? Qui vivront verra. Si et seulement si cette population pouvait accepter d'avoir 10 $ et vous accompagner dans votre forfaiture avant, plus maintenant. Et je pense que la population congolaise, ils vont bouffer sérieusement ces sommes d'argent-là. Mais ils n'iront pas. Qui vivra verra. Nous allons mettre des drones. Nous allons mettre des drones. Et je pense que cette fois-là, ils tiendront compte. Ils se rendront compte plutôt que la population congolaise est beaucoup plus mature maintenant. Ce n'est plus le temps de blaguer avec la maturité de ces peuples. Nous allons les accompagner vers leur ruine, qui va être... Plus jamais on parlera de La guerre. mobilisation s'est fait déjà entre-temps. L'opposition ne parle plus de sa marche du 13 mai. Notre marche, elle est maintenue. La preuve, c'est que le week-end dernier, les 4 secrétaires généraux se sont retrouvés pour travailler autour. Ok. L'Ensemble Ensemble pour la République avait délégué le DIRCAB Olivier Kamitadou. Il y avait le prof Devos Kitoko. Ils étaient là nombreux pour échanger autour de la question, pour finir des Très bien. stratégies. Et nous, dans la communication, nous continuons à inviter la population à se préparer On a terminé pour répondre l'émission. massivement à cette marche. Très bien. Cher Jonathan, grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci également à vous pour ces privilèges et surtout cette marque de considération. Merci. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous Jonathan Gbele. Avec lui, nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité. Au revoir, bonne évasion sur les antennes de Perfect Télévision.